Hémodynamique cardiaque et étude des courbes de pression. Alors, l'hémodynamique cardiaque, eh bien c'est la branche de la physiologie qui va étudier les pressions à l'intérieur des cavités cardiaques, les pressions et les volumes. Un petit rappel anatomique du cœur. Alors le cœur, c'est une pompe, c'est un organe situé dans le médiastin antérieur, hein. Il est composé de 4 cavités: l'oreillette gauche, le ventricule gauche, l'oreillette droite et le ventricule droit, ici. Alors l'oreillette gauche communique avec le ventricule gauche par un orifice. Cet orifice, il est fermé par une valve, c'est la valve mitrale. De l'autre côté, on a l'oreillette droite qui communique avec le ventricule droit, par un orifice toujours. Cet orifice est fermé par la valve tricuspide. Alors le cœur gauche ici en rouge va envoyer le sang vers l'aorte, donc vers la circulation générale, et le ventricule gauche communique avec l'aorte par un orifice. Cet orifice est fermé par la valve sigmoïde aortique. Le corps droit, lui, va s'occuper de la circulation pulmonaire, où le sang va y subir l'hématose. Le ventricule droit, ici, communique avec l'artère pulmonaire, enfin le tronc de l'artère pulmonaire, par un orifice, et cet orifice, il est fermé par la valve sigmoïde pulmonaire. On voit que l'oreillette droite reçoit le sang de la circulation générale, le sang veineux par la veine cave supérieure qui ramène le sang sus-diaphragmatique des membres supérieurs, de la tête, de la région médiastinale, et la veine cave inférieure va ramener le sang sous-diaphragmatique de l'abdomen, des organes génitaux, du membre inférieur. Ici on voit les deux circulations. Alors ce qui se passe, c'est que le sang veineux va arriver ici vers l'oreillette droite à travers la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Une fois arrivé dans l'oreillette droite, il va passer dans le ventricule droit à travers la valve tricuspide, puis du ventricule droit vers l'artère pulmonaire à travers la valve sigmoïde pulmonaire. Une fois dans le poumon, le sang veineux riche en CO2 va subir ce qu'on appelle l'hématose, c'est-à-dire qu'il va s'oxygéner. Donc là, on va expirer le CO2. En inspirant l'oxygène, cet oxygène va aller au niveau des capillaires, se fixer sur l'hémoglobine. Puis il va revenir, enfin, une partie va rester libre et une partie va se fixer sur l'hémoglobine. Il va revenir vers le cœur grâce aux veines pulmonaires qui sont au nombre de 4. Ces veines pulmonaires vont s'ouvrir dans l'oreillette gauche. L'oreillette gauche va déverser le sang, ici artériel, riche en oxygène, dans le ventricule gauche à travers la valve mitrale. Puis le ventricule gauche, en se contractant, va aller déverser son sang, son contenu sanguin, dans l'aorte à travers la valve sigmoïde aortique. Cette aorte va conduire le sang vers la périphérie, vers les organes, les tissus, etc. Et ces tissus-là vont recevoir l'oxygène et les nutriments dont ils ont besoin, et ils vont envoyer leurs déchets dans les capillaires périphériques, qui vont ensuite se transformer en vénules et en veines, etc. Et le cycle est bouclé. Voici un petit peu le rappel anatomique et physiologique de la circulation sanguine. Maintenant, on va aller à l'étude analytique des courbes de pression, la systole et la diastole ventriculaire, ainsi que l'auriculogramme. Alors, le cycle cardiaque, aussi dite révolution cardiaque, se déroule en deux phases. On a la systole ventriculaire et on a la diastole ventriculaire. Insistez sur ventriculaire dans les deux cas.
Alors la systole, c'est la phase où les ventricules vont se contracter et vont éjecter le sang vers les artères, qu'elles soient aortiques ou pulmonaires. La diastole ventriculaire, par contre, c'est la phase où le ventricule va se relâcher et où il va se remplir de sang. L'hémodynamique cardiaque, c'est l'étude analytique de ce cycle. Pour simplifier, on va faire l'étude des courbes de pression sur le ventricule gauche, parce que la pression à l'intérieur du ventricule gauche est plus élevée qu'à l'intérieur du ventricule droit, ce qui fait qu'elle sera plus facile à mesurer en pratique. Maintenant, il faut savoir que tout ce qui va se faire, toutes les phases par lesquelles va passer le ventricule gauche seront exactement identiques au niveau du ventricule droit. Alors, premièrement, on a la systole ventriculaire. Alors, la systole ventriculaire, elle va s'étendre de la fermeture des valves auriculo-ventriculaires jusqu'à la fermeture des valves sigmoïdes. Je me répète, la systole ventriculaire, c'est la phase où le ventricule va se contracter et va éjecter son sang vers les artères. Elle va s'étendre de la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, c'est-à-dire du moment où les valves mitrales et tricuspides sont fermées, commence la systole, jusqu'au moment où les valves sigmoïdes artérielles, aortiques et pulmonaires sont fermées, et là prend fin la systole. Alors la systole en elle-même, elle est divisée en 3 phases: la phase de contraction isovolumétrique, la phase d'éjection rapide et la phase d'éjection lente. On voit ici, dès que la fermeture des valves auriculo-ventriculaires se fait, on a contraction, on a éjection là, et on a fermeture des valves. C'est ça, la systole ventriculaire. Alors, première phase, c'est la phase de contraction isovolumétrique. Contraction isovolumétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ventricule va se contracter, mais que le volume du ventricule ne va pas varier. C'est-à-dire que le volume de sang à l'intérieur du ventricule ne va pas varier. Alors à l'état initial de cette phase, c'est-à-dire au tout début de la phase, on a toutes les valves qui sont fermées. La valve atrioventriculaire, c'est-à-dire la valve mitrale, elle est fermée. La valve sigmoïde aortique, elle est fermée. Et la pression à l'intérieur du ventricule gauche, est inférieure à la pression diastolique de l'aorte. On sait que les chiffres tensionnels normaux sont autour de 13,7. Alors, la diastole de l'aorte, c'est aux alentours de 7. Et bien la pression à l'intérieur du ventricule lors de la phase de contraction isovolumétrique est inférieure à la pression diastolique de l'aorte. Ce qui fait qu'à un moment donné, elle va devenir supérieure, c'est la contraction du ventricule. Alors lorsque le ventricule va se contracter sans changer son volume, eh bien la pression à l'intérieur du ventricule va augmenter. Ici on voit bien sur le schéma que la pression à l'intérieur du ventricule augmente, elle augmente encore, jusqu'à atteindre la pression diastolique de l'aorte. Sachant qu'ici le volume, lui, ne change pas. Alors une fois que la pression à l'intérieur du ventricule atteint la pression diastolique de l'aorte, on aura ouverture des valves sigmoïdes aortiques. On aura ouverture des valves sigmoïdes aortiques. Ouverture des valves sigmoïdes aortiques, ça signifie quoi? Ça signifie que le sang pourra enfin passer du ventricule gauche à l'aorte. Donc à l'état final de la phase ici, on a les valves auriculo-ventriculaires qui sont toujours fermées. On a les valves sigmoïdes qui sont maintenant ouvertes parce que la pression à l'intérieur du ventricule gauche a atteint, voire dépassé la pression à l'intérieur de l'aorte. Et donc voilà, c'est ici que sonne la fin de la phase de contraction isovolumétrique. Il ne faut pas oublier que isovolumétrique signifie que le volume ne change pas,
pendant la contraction du ventricule. Seconde phase, c'est la phase d'éjection rapide. Phase d'éjection rapide, à l'état initial, on a eu, c'était vraiment l'état final ou de l'autre phase, c'est que les valves auriculo-ventriculaires ici sont fermées, les valves sigmoïdes sont ouvertes, et la pression à l'intérieur du ventricule atteint, voire dépasse, la pression diastolique de l'aorte. La phase d'éjection rapide, c'est la phase C sur le schéma. On a une augmentation de pression à l'intérieur du ventricule ici, qui va atteindre un pic, ici un pic, tandis que le volume à l'intérieur du ventricule, le volume de sang, diminue. Pourquoi? Parce que le sang est en train de passer du ventricule vers l'aorte. Là, c'est une phase d'éjection. On va éjecter le sang du ventricule gauche vers l'aorte. Alors, la pression continue d'augmenter parce que le ventricule est toujours en train de se contracter et le volume diminue parce que le sang est en train d'être éjecté vers l'aorte. Alors, c'est ça qui se passe pendant cette phase. Alors la pression ne va pas continuer à augmenter indéfiniment. À un certain moment, elle va atteindre un pic. Et ce pic, c'est la pression systolique aortique. Bon, elle est un petit peu plus élevée là, mais on peut dire que à l'état final de la phase d'éjection rapide, la pression à l'intérieur du ventricule gauche va atteindre la pression systolique de l'aorte, qui est aux alentours de 14 à peu près. Alors à l'état final, rien ne change à propos des valves. On aura toujours les valves atrioventriculaires qui sont fermées et les valves sigmoïdes qui sont encore ouvertes parce qu'on n'a pas encore fini la totalité de l'éjection du sang vers l'aorte. Donc on reprend, à l'état initial, les valves atrioventriculaires étaient fermées, les valves sigmoïdes étaient ouvertes ici. C'est là que la valve aortique s'est ouverte. Et les pressions, alors la pression à l'intérieur du ventricule gauche atteint, voire dépasse, la pression diastolique de l'aorte. À l'état final, on aura la pression qui aura augmenté à l'intérieur du ventricule gauche, on aura le volume qui aura diminué à l'intérieur du ventricule gauche, et la valve aortique sera toujours ouverte parce qu'on n'a pas fini d'éjecter le sang, la valve mitrale auriculo-ventriculaire est toujours fermée, et on aura la pression à l'intérieur du ventricule qui sera égale, plus ou moins, à la pression systolique de l'aorte. Systolique, c'est-à-dire la pression maximale. Troisième et dernière phase de la systole ventriculaire, c'est la phase d'éjection lente. Alors la phase d'éjection lente, ici représentée par la lettre D dans le schéma. À l'état initial, qu'est-ce qu'on avait? C'était l'état final de la phase d'avant, les valves atrioventriculaires étaient fermées, les valves sigmoïdes étaient ouvertes parce qu'on n'avait pas fini l'éjection, et la pression à l'intérieur du ventricule gauche était égale, plus ou moins, à la pression systolique de l'aorte. Alors pendant cette phase d'éjection lente, la pression à l'intérieur du ventricule va diminuer. Pas parce que il est en train de se relâcher, mais parce que le volume est en train de diminuer. Quand le volume diminue, vu que le volume était en train de diminuer, la pression contre les parois diminue. Et ici, le volume diminue également parce qu'on est toujours en train d'éjecter du sang. Alors à un certain moment, la pression à l'intérieur du ventricule qui diminue parce que d'une part la contraction commence à prendre fin et d'autre part parce que le volume à l'intérieur du ventricule diminue, à un certain moment ici, il va redevenir inférieur à la pression à l'intérieur de l'aorte. Et c'est à ce moment-là qu'on aura fermeture des valves sigmoïdes. Alors à l'état final de cette phase, qu'est-ce qu'on a? On a les valves atrioventriculaires qui sont toujours fermées, ça n'a pas changé. On a la pression à l'intérieur du ventricule gauche qui devient inférieure à la pression aortique. De ce fait, on aura fermeture de la valve sigmoïde aortique. Et cette fermeture de la valve sigmoïde aortique va causer un bruit. Ce bruit, c'est le deuxième bruit du cœur, ce qu'on appelle communément B2. Donc on reprend.
À l'état initial de la phase, on avait les valves atrioventriculaires qui étaient fermées, les valves sigmoïdes toujours ouvertes parce qu'on n'avait pas encore fini l'éjection, et la pression à l'intérieur du ventricule gauche qui était égale, plus ou moins, à la pression systolique aortique. La pression à l'intérieur du ventricule gauche diminue parce que la contraction commence à perdre de sa vigueur. Le volume à l'intérieur du ventricule diminue également. Donc à un certain moment, ici, la pression à l'intérieur du ventricule devient inférieure à la pression aortique, ça c'est l'état final, devient inférieure à la pression aortique, et de ce fait, on aura fermeture de la valve sigmoïde aortique qui va causer un bruit, c'est le deuxième bruit du cœur, le B2. C'est à la fin de cette phase, à la fin de la phase d'éjection lente, que va se clôturer la systole ventriculaire. Le sang qui devait être éjecté a totalement été déjecté du ventricule gauche vers l'aorte et les valves se sont refermées. La systole ventriculaire est plus courte que la diastole et disons que sur le plan ECG, elle va suivre directement la dépolarisation ventriculaire qui est causée par le complexe QRS. Là, on va passer à la diastole ventriculaire. La diastole ventriculaire va s'étendre de la fermeture des valves sigmoïdes à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. On reprend. La diastole ventriculaire qui est la phase où le ventricule gauche va d'une part se relâcher et d'autre part se remplir de sang, du sang soit qui provient de l'oreillette gauche pour le ventricule gauche, soit qui provient de l'oreillette droite pour le ventricule droit. Et il va s'étendre de la fermeture des valves sigmoïdes aortiques, c'était la fin de la systole, donc la fermeture des valves sigmoïdes, c'est à ce moment-là que commence la diastole, jusqu'à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, c'est-à-dire la fin du remplissage, et c'est là que prend fin la diastole. Elle est plus longue que la systole et donc passe par 4 phases. On a la phase de relaxation isovolumétrique, la phase de remplissage rapide, la phase de remplissage lent et la phase de remplissage actif. Phase de relaxation isovolumétrique, phase de remplissage rapide, phase de remplissage lent et phase de remplissage actif. On va voir chacune de ces phases en détail. Alors la diastole ventriculaire commence par la phase de relaxation isovolumétrique, représentée ici par la lettre E. Elle est assez courte. Au début de cette phase, c'était la fin de l'autre phase, donc on avait les valves auriculo-ventriculaires qui étaient fermées, les valves sigmoïdes qui venaient de se fermer. Ici, la pression intraventriculaire est inférieure à la pression intra-aortique, mais la pression interventriculaire est supérieure à la pression à l'intérieur de l'oreillette, intra-auriculaire ici. Donc la pression à l'intérieur du ventricule gauche est supérieure à la pression à l'intérieur de l'oreillette gauche. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le sang, comme tout fluide, passe naturellement d'une cavité de haute pression à une cavité à basse pression. C'est naturel. Alors pour que les valves soient ouvertes et pour que le sang puisse passer, il faudrait que la pression interauriculaire soit supérieure à la pression interventriculaire. Sinon le sang ne peut pas passer. On dit qu'il passe d'une cavité de haute pression à une cavité de basse pression. Pour ce faire, le ventricule gauche va devoir diminuer drastiquement sa pression. Et c'est ce qu'on appelle la phase de relaxation. Il va se relâcher sans changer ce volume isovolumétrique. Donc ici le volume est stable, on le voit sur le schéma, le volume ventriculaire est stable, mais la pression diminue drastiquement et très rapidement. Alors une fois que la pression atteint, voire va en deçà de la pression interatriale qu'on voit ici en pointillé, ici elle atteint et même elle est un petit peu plus basse, on aura ouverture de la valve mitrale, de la valve atrioventriculaire gauche. Les valves sigmoïdes
sont toujours fermées, on est bien à l'état final, les valves sigmoïdes sont toujours fermées, on n'en a plus besoin. Et la pression interventriculaire ici est égale ou inférieure à la pression interatriale. Donc si on reprend, à l'état initial, on a les valves atrioventriculaires qui sont fermées, tout est fermé, les valves sigmoïdes sont fermées, et la pression à l'intérieur du ventricule ici est supérieure, bien supérieure au début, bien supérieure à la pression atriale. Maintenant, ce qui se passe, pour diminuer sa pression, le ventricule va se relâcher sans changer son volume. Donc on aura bien une relaxation isovolumétrique. La pression ici diminue et le volume ne change pas. À un certain moment, à l'état final, la pression interventriculaire va atteindre, voire va devenir plus basse que la pression interatriale ici en pointillé. De ce fait, on aura ouverture de la valve atrioventriculaire gauche, aussi appelée valve mitrale. Cette phase de remplissage, Alors maintenant, on va voir la deuxième phase de la diastole ventriculaire, c'est la phase de remplissage rapide. Alors à l'état initial de cette phase, on a les valves atrioventriculaires, donc mitrales, qui est ouverte, on a les valves sigmoïdes qui sont fermées, et on a la pression à l'intérieur du ventricule qui est toujours inférieure à la pression à l'intérieur de l'oreillette. C'est un petit peu ici, la lettre F du schéma ici. Qu'est-ce qui se passe pendant cette phase? On aura le ventricule gauche qui est en train de se remplir de sang très rapidement. Après l'ouverture des valves atrioventriculaires, le sang contenu dans l'oreillette gauche va passer dans le ventricule gauche à travers la valve atrioventriculaire qui est bien évidemment ouverte. Alors pendant ce remplissage, le volume intraventriculaire augmente parce qu'il est en train de se distendre pendant qu'il se remplit, et la pression à l'intérieur du ventricule diminue parce que le ventricule se relâche pendant qu'il se remplit. Donc on aura une augmentation du volume intraventriculaire et on aura diminution de la pression intraventriculaire. À l'état final de la phase, les valves atrioventriculaires sont toujours ouvertes, comme on le voit ici, les valves sigmoïdes sont toujours fermées, et la pression intraventriculaire est toujours inférieure à la pression intra-auriculaire. Donc si on résume un peu, au début on a la valve mitrale ici qui est ouverte, juste au début de la phase F du schéma, la valve mitrale s'ouvre, la valve sigmoïde est toujours fermée depuis ici, depuis le début de la phase de relaxation isovolumétrique. À ce moment-là, on aura la pression à l'intérieur du ventricule qui est inférieure, un tout petit peu inférieure à la pression à l'intérieur de l'oreillette, ce qui fait bien sûr que la valve auriculo-ventriculaire s'ouvre. Alors pendant la phase, on aura la pression intraventriculaire qui diminue, comme on le voit sur le schéma ici. Elle diminue parce que le ventricule est en train de se distendre pendant qu'il se remplit. Par contre, on aura le volume qui augmente de façon conséquente, parce que le ventricule se remplit de sang et qu'il se distend. À l'état final de la phase, on aura les valves atrioventriculaires qui sont toujours ouvertes, les valves sigmoïdes qui sont toujours fermées, et la pression à l'intérieur du ventricule est toujours légèrement inférieure à la pression à l'intérieur de l'atrium. Alors c'est pendant cette phase, quand le sang de haute pression va venir frapper la paroi du ventricule gauche, que l'on va entendre le fameux bruit B3. Troisième phase de la diastole ventriculaire, c'est la phase de remplissage lent. Alors à l'état initial de cette phase, on aura les valves atrioventriculaires qui sont toujours ouvertes, les valves sigmoïdes qui sont toujours fermées, et la pression à l'intérieur du ventricule gauche est toujours
inférieure à la pression à l'intérieur de l'oreillette gauche. Donc on se retrouve à la phase terminale de l'autre phase, à l'état final de l'autre phase. Pendant la phase, pendant le remplissage lent du ventricule gauche, on aura la pression qui va rester plus ou moins stable. On aura le volume qui va légèrement augmenter avant de se stabiliser. Pour qu'à l'état final, on aura toujours les valves ouvertes, les valves atrioventriculaires ouvertes, les valves sigmoïdes fermées, et la pression à l'intérieur du ventricule inférieure à la pression de l'oreillette gauche. Donc ici, il ne se passe rien de particulier. On a juste que le sang de l'oreillette gauche passe vers le ventricule gauche, mais moins rapidement. Ce qui fait que les pressions ne changent pas, vu que le ventricule a fini de se relâcher. Et ce qui fait que le volume continue à augmenter, vu qu'il y a remplissage. Alors maintenant, ce qu'on voit ici, la phase de remplissage lent, elle est représentée par la lettre G ici. Mais en vrai, la phase G ici s'arrête un petit peu ici. Ici. À partir de là, c'est ce qu'on appelle la phase de diastasis. Alors le diastasis, c'est quoi? C'est un état où le cœur est, disons, en repos. En repos, c'est quoi? C'est que il n'y a aucune variation ni de pression ni de volume dans l'atrium comme dans le ventricule. D'accord. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en tachycardie, par exemple, vous devez forcément diminuer le temps que prend votre cœur pour se contracter, sinon il ne pourra pas se contracter plus vite. Et bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter de diminuer son temps de remplissage. Comme le temps de remplissage rapide est déjà court, il va voir le temps de remplissage lent, la phase G ici, qui est assez large. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer son temps de repos. Il va diminuer la phase de remplissage lent de la diastole ventriculaire aux dépens de ce fameux diastasis, de cette phase de repos total. Alors ce qui fait que quand vous êtes en tachycardie, votre cœur fatigue plus rapidement que lorsqu'il bat normalement. C'est parce qu'il n'a pas cette phase de diastasis où simplement il se remplit sans aucune variation de pression ni de volume, donc au repos total. Cette phase de diastasis est très importante pour essayer de déterminer des pathologies cardiaques, par exemple l'éréthisme cardiovasculaire, où vous verrez que le cœur est toujours sous pression, est toujours sous tension, et il n'a pas de phase de repos en fait. Donc si on reprend cette phase de remplissage lent, on a à l'état initial les valves atrioventriculaires qui sont ouvertes, les valves sigmoïdes qui sont fermées, la pression à l'intérieur du ventricule gauche est inférieure à la pression à l'intérieur de l'oreillette gauche. Remplissage du ventricule, donc pendant la phase, on a la pression à l'intérieur du ventricule qui est stable parce qu'il ne se relâche plus. On a le volume à l'intérieur du ventricule qui augmente parce qu'il y a remplissage. Pour arriver à l'état final où les valves auriculo-ventriculaires sont toujours ouvertes, où les valves sigmoïdes sont toujours fermées et où les pressions sont les mêmes. Dernière phase de la diastole ventriculaire, c'est la phase de remplissage actif qu'on aime appeler systole auriculaire. Alors, la systole auriculaire, elle ne revêt d'importance que si vous êtes en tachycardie. La systole auriculaire, c'est quoi? C'est quand l'oreillette gauche va se contracter pour essayer de vider son contenu sanguin dans le ventricule gauche. Alors, quand vous êtes à l'état normal, la phase de remplissage rapide et la phase de remplissage lent suffisent largement à vider le contenu de toute l'oreillette gauche dans le ventricule gauche. Parce que justement, il y a cette phase de diastasis où il y a remplissage sans qu'il ne se passe rien. Le sang coule comme dans un robinet à peu près là. Donc quand vous êtes en tachycardie, vous n'avez plus cette phase de diastasis. L'oreillette gauche, pour finir de se vider, va devoir se contracter. Attention, à l'état normal, on a toujours cette phase de remplissage actif, mais elle n'est pas importante. On peut vivre sans, disons. Donc, cette oreillette gauche, elle va se contracter, elle va vider ce qui reste de sang dans le ventricule gauche. Alors, à l'état initial, elle est représentée ici par la lettre A. À l'état initial, les valves atrioventriculaires sont ouvertes,
les vases sigmoïdes sont fermés, donc parce qu'on a remplissage, hein, et la pression à l'intérieur du ventricule est légèrement inférieure à la pression à l'intérieur de l'atrium. Alors qu'est-ce qu'on va avoir d'un coup? On va avoir une contraction de l'atrium. Quand l'atrium se contracte, on aura une augmentation de la pression à l'intérieur du ventricule gauche, parce que le myocarde s'est contracté, et on aura une augmentation du volume à l'intérieur du ventricule gauche, parce qu'on aura remplissage du reste de sang, hein, qui arrive du ventricule, de l'oreillette, pardon. À l'état final, étant donné que les pressions à l'intérieur du ventricule gauche et à l'intérieur de l'oreillette gauche vont s'égaliser, et bien on aura fermeture de la valve auriculo-ventriculaire, donc de la valve mitrale, et cette fermeture de la valve mitrale va causer le fameux bruit du cœur B1. D'accord. Donc si on résume, la phase de remplissage actif, aussi dite systole auriculaire, à l'état initial, la valve auriculo-ventriculaire est ouverte parce qu'il y a remplissage, la valve sigmoïde est fermée, et les pressions à l'intérieur du ventricule est inférieure à la pression à l'intérieur de l'oreillette. Pendant la contraction de l'atrium, la pression et le volume à l'intérieur du ventricule augmentent, d'une part parce qu'on a contraction du myocarde, et d'autre part parce que le ventricule est en train de se remplir de sang, donc son volume augmente. À l'état final de cette phase, la pression à l'intérieur du ventricule devient égale à la pression à l'intérieur de l'oreillette, ce qui fait que la valve mitrale va se fermer, causant le fameux bruit du cœur B1. On a fini avec la diastole, on a fini avec la systole tout à l'heure, donc on a fini de voir un petit peu l'analyse des pressions et des volumes durant la révolution cardiaque. Maintenant, on va essayer de voir la pression à l'intérieur de l'oreillette gauche, comment elle va évoluer. On a ici en rouge ce qu'on appelle l'auriculogramme. C'est la courbe de pression à l'intérieur de l'oreillette gauche. Ça ici en rouge et en pointillé. Elle est composée de 6 ondes. Parfois on les appelle pointes, parfois ondes. Hein. L'onde A+, le creux Z-, l'onde C+, le creux X-, l'onde V+, et le creux Y-. On va les analyser une par une. D'abord, on a l'onde A+. L'onde A+, est une onde positive parce qu'elle monte. Hein. À quoi elle correspond? Elle correspond à la contraction de l'oreillette pendant la systole auriculaire. Donc on trouvera l'onde A+, pendant la phase de remplissage actif de la diastole, et elle correspond simplement à la contraction de l'oreillette. Donc quand l'oreillette se contracte, la pression à l'intérieur de l'oreillette va augmenter, donc on aura cette onde positive d'augmentation de pression à l'intérieur de l'oreillette gauche. C'est simple. On aura ensuite le point où le creux Z-. Alors ici, c'est le point où la pression intra-auriculaire baisse par sortie de sang et devient égale à la pression intraventriculaire qui augmente par remplissage. C'est là à peu près, hein. C'est là. On aura quoi? Pendant la phase de contraction auriculaire, vous avez votre oreillette qui se contracte, mais pas pour rien. C'est pour envoyer ce qui lui reste de sang vers le ventricule gauche. Alors quand elle a fini de se contracter et qu'elle vide son sang, la pression à l'intérieur de l'oreillette va diminuer, tandis que la pression à l'intérieur du ventricule va augmenter, et de ce fait, on aura fermeture de la valve mitrale. Donc là, le point Z-, c'est le point où la pression intra-auriculaire commence à baisser, d'une part par relaxation, et d'autre part par sortie de sang, jusqu'à ce qu'elle devienne égale ici à la pression à l'intérieur du ventricule gauche, pour causer la fermeture de la valve atrioventriculaire. Donc on a fait l'onde A+, qui est la contraction de l'oreillette, donc la systole auriculaire, et le point Z- qui est le point où la pression intra-auriculaire baisse et devient égale à la pression intraventriculaire. On a ensuite l'onde C+, ici. L'onde C+, elle correspond au passage de la phase de contraction isovolumétrique, c'est la B,
jusqu'à la phase d'éjection rapide. Alors ici c'est une onde positive, elle correspond au ressaut de la pression intra-auriculaire lors de la fermeture des valves auriculo-ventriculaires par bombement. Alors c'est ça, je parlais de ça. Alors ça, ici, pendant la phase de pendant la phase de contraction isovolumétrique, on aura ressaut de la pression à l'intérieur de l'oreillette. C'est quoi un ressaut? C'est par exemple, c'est une augmentation brusque de la pression. Alors imaginez, lorsque les valves auriculo-ventriculaires vont se fermer, leurs cuspides vont bomber à l'intérieur de l'oreillette gauche. Et ce bombement des cuspides à l'intérieur de l'oreillette gauche, c'est ça qui va causer une augmentation de pression à l'intérieur de l'oreillette. Donc C+ correspond au ressaut de la pression intra-auriculaire lors de la fermeture des valves atrioventriculaires par bombement, comme ils aiment le dire. La pression va évidemment diminuer légèrement plus tard. Donc on aura juste après le creux X-. C'est une onde négative correspondant à l'aspiration de l'anneau fibreux de l'ostium atrioventriculaire vers l'apex pendant la systole ventriculaire. Alors là, le creux X- ici, on le retrouve juste après la phase d'éjection lente. Alors, la phase d'éjection rapide, je veux dire, pendant la phase d'éjection rapide. Qu'est-ce qu'on a? Le creux X-, c'est une onde négative, donc c'est une baisse de pression à l'intérieur de l'oreillette, d'accord? À quoi elle est due? Alors, lorsque le ventricule gauche se contracte, il se contracte de bas en haut. Et quand il se contracte de bas en haut, quand il commence à se contracter en bas, par effet d'aspiration, il va aspirer la base, c'est-à-dire l'ostium atrioventriculaire façon d'anneau fibreux, il va l'aspirer vers le bas. Donc on aura dilatation de l'oreillette gauche, ce qui va causer une diminution légère de la pression à l'intérieur de l'oreillette gauche. On a vu donc l'onde A+, on a dit que c'était la systole auriculaire. Le point Z-, c'est le point où la pression intra-auriculaire qui baisse devient égale à la pression intraventriculaire qui augmente. L'onde C+, c'est le ressaut de pression par fermeture des valves par bombement. Le creux X-, c'est l'aspiration de l'anneau fibreux de l'ostium atrioventriculaire vers la pointe, l'apex si on veut. L'onde V+, ici, c'est celle-là. C'est celle-là, hein, là où il y a fermeture de la valve mitrale, là il y a ouverture de la valve mitrale. C'est une onde positive correspondant à l'augmentation du retour veineux dans l'atrium. Donc, comme le ventricule il arrive à un moment où il va se remplir, l'atrium aussi, il arrivera à un moment où il va se remplir de sang veineux. Et c'est justement ça, l'onde V+, qui va caractériser le remplissage de l'atrium quand le sang veineux, soit périphérique, donc qui vient de la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure, soit pulmonaire, qui viendra des 4 veines pulmonaires. Quand quand l'oreillette se remplit, elle va causer une augmentation de pression à l'intérieur d'elle-même, engendrant cette onde positive V+. Dernière onde, c'est le creux Y-. Alors le creux Y- ici, on le voit, il va durer à peu près pendant toute la phase de remplissage, que ce soit le remplissage rapide ou le remplissage lent. C'est une onde négative très ample correspondant à la vidange des oreillettes après l'ouverture des valves atrioventriculaires. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Juste au début, voici tout le creux Y qu'on voit sur le schéma. Il va prendre toute la partie F et la partie G. La partie F, c'est la phase de remplissage rapide. La partie G, c'est la phase de remplissage lent et diastasis. Ça, c'est le creux Y. Il est ample. Et il va correspondre à la vidange des oreillettes après ouverture des valves atrioventriculaires. Au début de la partie F, on a la valve mitrale qui s'ouvre, l'oreillette qui se vide de son sang, qui va se vider de son sang pendant F et pendant G. Donc pendant qu'elle se vide de son sang, la pression à l'intérieur d'elle-même commence à diminuer évidemment, et c'est ça qui va causer le fameux creux Y-. Si on résume un petit peu pour aller vite, l'onde A+, c'est l'onde positive qui correspond à la systole auriculaire. Le point Z-, c'est le point où la pression intra-auriculaire devient égale à la pression intraventriculaire, causant la fermeture de la valve mitrale.
L'onde C+, c'est l'onde positive qui est causée par le ressaut de pression quand la valve mitrale se ferme et qui va bomber à l'intérieur du ventricule de l'oreillette droite ou gauche, enfin la valve mitrale à l'intérieur de l'oreillette gauche. Le creux X-, c'est l'onde négative qui correspond à l'aspiration de l'anneau fibreux quand le ventricule gauche se contracte. L'onde V+, c'est l'onde positive qui correspond au retour veineux, donc quand l'oreillette gauche se remplit. Et le creux Y-, c'est la fameuse onde négative ample qui va durer pendant toute la phase de remplissage et qui est causée par la vidange des oreillettes après ouverture de la valve mitrale ici. Donc on a fini avec les variations de pression à l'intérieur de l'oreillette. On va passer à l'étude analytique des enregistrements cardiaques. Les enregistrements cardiaques, on les fait grâce à deux procédés plus ou moins courants. Hein. On a le phonocardiogramme qui va vous prendre les bruits du cœur, et on a l'électrocardiogramme qui va vous enregistrer le fameux ECG. Alors, pour les bruits du cœur, on les voit ici, en violet. On en a 4 bruits physiologiques du cœur. On a le bruit B1. Le bruit B1, il correspond à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, donc mitrale et tricuspide en même temps, ou presque. Il va précéder la systole, hein, donc c'est la fermeture des valves atrioventriculaires qui va vous dire ici commence la systole. Il est audible, donc quand vous mettez votre stéthoscope, vous pouvez entendre le B1. Il est synchrone du pouls, donc quand vous prenez votre pouls radial, votre pouls fémoral ou peu importe, il sera synchrone du B1 du cœur. Il est mieux perçu au niveau du foyer mitral qui est, comme vous le savez, au niveau du 4e ou 5e espace intercostal gauche, au niveau de la ligne mamelonaire ou de la ligne médioclaviculaire. Il est intense en boom et il est prolongé. On voit tout ça au niveau du phonocardiogramme ici en violet. Donc, il précède la systole, il est dû à la fermeture de la valve mitrale et de la valve tricuspide en même temps. Il est synchrone du pouls, ça on peut pas le voir. Hein. Il est mieux perçu au niveau du foyer mitral, ça je vous l'ai dit. Il est intense, vous voyez comme les fluctuations des ondes sont intenses, et il est prolongé. Tout est là. D'accord. Ça c'est le B1, c'est le bruit le plus fort quand on entend du cœur. Ensuite on a le B2. Le B2 il correspond à la fermeture des valves sigmoïdes, aortiques et pulmonaires en même temps, ou presque. Hein. Il précède la diastole, donc quand vous entendez B2, vous savez que ce qui vient après, c'est la diastole. Il est audible et mieux perçu au niveau des foyers de la base, les foyers aortiques et pulmonaires. Foyer aortique au niveau du 2e espace intercostal droit, foyer pulmonaire au niveau du 2e espace intercostal gauche. Il est moins intense en tac et il est bref. Donc, le B2, comme on le voit ici au niveau du phonocardiogramme, il commence au niveau, il précède la diastole, donc quand la valve aortique se ferme, il est causé bien évidemment par la fermeture de la valve aortique et pulmonaire, comme on le voit ici, hein. Il précède la diastole, donc ce qui vient après c'est la diastole, et effectivement la phase E c'est la phase de relaxation isovolumétrique, la phase F c'est la phase de remplissage rapide, et la phase G c'est la phase de remplissage lent et diastasis, et bien sûr le A qui est la systole auriculaire. Donc ça, E, F, G, A, ce qui vient après le B2, c'est bien la diastole. Il est audible, donc on peut l'entendre au stéthoscope. Il est mieux perçu au niveau des foyers de la base, foyer aortique et pulmonaire. Il est moins intense, comme on le voit ici, les fluctuations sont moins intenses que pour le B1. Et il est plus bref que le B1. Son timbre, il est en tac. Donc les bruits du cœur, d'après le cours du moins, c'est boum, tac, boum, tac, boum, tac, boum, tac. C'est un peu ça. Le B3, on va pas beaucoup en parler. C'est à cause... c'est pendant le remplissage rapide, hein, c'est l'arrivée brusque de sang qui vient frapper les parois du ventricule gauche et le ventricule droit bien sûr pendant la diastole. Normalement, il n'est pas audible, mais il arrivera qu'il soit audible soit chez l'enfant et l'adolescent, soit chez les sujets stressés et émotifs. À ce moment-là, vous entendrez les 3 bruits, le B1, le B2 et le B3. C'est simple, hein, il n'est pas très intense, il n'est pas très long non plus. Il est très rarement audible, hein, très rarement. Le B4,
correspond à la contraction de l'oreillette. Donc la contraction de l'oreillette aussi a une traduction phonocardiographique ici, numéro 4, pendant la phase de remplissage actif ou systole auriculaire de la diastole. Donc le B4 correspond à la contraction de l'oreillette. Si on veut reprendre, le B1 correspond à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, donc mitrale et tricuspide en même temps ou presque. Le B2 correspond à la fermeture des valves aortiques et pulmonaires en même temps ou presque. Le B3 correspond à l'arrivée brusque de sang qui va venir frapper les parois du ventricule gauche ou du ventricule droit bien sûr pendant la phase de remplissage actif. Le B4, il est causé par la contraction de l'oreillette pendant la phase de remplissage actif. Pour le B3, c'est la phase de remplissage rapide, excusez-moi. Voici ici les foyers d'auscultation que vous connaissez. On a le foyer aortique, deuxième espace intercostal droit, le foyer pulmonaire, deuxième espace intercostal gauche, le foyer tricuspide que je mettrai plutôt ici, c'est au niveau de la jonction xyphosternale, et le foyer mitral au niveau de la ligne médioclaviculaire, quatrième ou cinquième espace intercostal gauche. Alors le CG c'est l'enregistrement de l'activité électrique de tout le cœur, de chaque petite cellule cardiaque, de chaque petite cellule myocardique. On va, disons, l'amplifier et la sommer pour avoir cet enregistrement ECG. Alors, le CG contient beaucoup de paramètres qui peuvent changer selon les pathologies, mais ce que vous devez savoir cette année, c'est l'onde P, le complexe QRS et l'onde T. Alors, ce sont les trois ondes d'importance remarquable. L'onde P, c'est la dépolarisation des oreillettes, précédant leur contraction. Donc, quand les oreillettes se contractent, il faut d'abord qu'elles soient dépolarisées. N'oublions pas les principes d'électrophysiologie. Donc, la dépolarisation de l'oreillette va causer un ressaut de l'onde de l'enregistrement ECG qui va causer cette onde P. C'est la systole auriculaire. Puis on a le complexe QRS qui va correspondre à la dépolarisation des ventricules, mais également la repolarisation des oreillettes qui est masquée par la dépolarisation des ventricules. Ensuite on a l'onde T qui va correspondre simplement à la repolarisation du ventricule qui va précéder leur relâchement. Donc c'est simple, onde P, dépolarisation des oreillettes, complexe QRS, dépolarisation des ventricules et repolarisation des oreillettes. Onde T, repolarisation des ventricules. Maintenant, on va faire une étude synthétique de l'hémodynamique cardiaque, c'est-à-dire qu'on va essayer de synthétiser le tout ce qui va se passer pendant la systole et tout ce qui va se passer pendant la diastole, que ce soit changement de pression, changement de volume, bruit du cœur ou enregistrement ECG. On va commencer toujours par la systole. Durant la systole, on va assister aux événements suivants. D'abord, la dépolarisation du ventricule gauche. Pendant la systole, c'est quoi le but? C'est que le ventricule gauche se contracte et se vide de son sang. Donc on aura dépolarisation du ventricule gauche au tout début, causant ce qu'on appelle le complexe QRS de l'ECG. Le complexe QRS, la dépolarisation va être suivie par la contraction, donc la contraction isovolumétrique du ventricule gauche. De ce fait, on aura aspiration de l'anneau fibreux de l'ostium atrioventriculaire vers l'apex, causant le creux X- ici, le creux X- de l'auriculogramme. La pression à l'intérieur du ventricule gauche va augmenter, devenant supérieure à la pression diastolique aortique, c'est ce qu'on voit ici. Voilà. Quand elle deviendra supérieure à la pression diastolique, on aura ouverture de la valve sigmoïde aortique. C'est là. L'ouverture de la valve sigmoïde aortique va causer l'éjection du sang du VG
vers l'aorte et la circulation générale, du ventricule gauche vers l'aorte et donc la circulation générale, ici à peu près. En même temps, on aura arrivé du sang des veines pulmonaires vers l'oreillette gauche, donc on aura l'onde V+, l'onde V+, ici, enfin ici, hein. Ensuite, on aura repolarisation du ventricule gauche, qui correspondra à l'onde T. Le ventricule gauche, la pression de ce fait dans le ventricule gauche va diminuer, va devenir inférieure à la pression aortique. Et pour finir, fermeture de la valve sigmoïde aortique causant le bruit B2. Voilà ce qui se passe pendant la systole auriculaire. La systole ventriculaire, pardon. On aura dépolarisation du ventricule, donc complexe QRS, contraction isovolumétrique, aspiration de la fibre vers l'apex, le creux X- de l'auriculogramme, hein, augmentation de la pression intraventriculaire qui devient supérieure à la pression diastolique aortique, donc ouverture de la valve sigmoïde aortique, éjection du sang du VG vers l'aorte, donc la circulation générale, arrivée du sang des veines pulmonaires vers l'oreillette gauche causant l'onde V+, repolarisation du ventricule gauche, c'est l'onde T, baisse de la pression intraventriculaire qui devient inférieure à la pression aortique. À ce moment-là, on aura fermeture de la valve sigmoïde aortique causant le bruit B2. Pendant la diastole, le ventricule gauche va se relâcher, donc on aura relaxation isovolumétrique du ventricule gauche. On aura baisse de la pression intraventriculaire qui deviendra inférieure à la pression intra-auriculaire. De ce fait, la valve mitrale ici va s'ouvrir. Quand la valve mitrale va s'ouvrir, on aura vidange des oreillettes. Donc les oreillettes vont se vider à l'intérieur du ventricule gauche. C'est le creux Y- qui est ample et qui va prendre les deux phases. Le remplissage du ventricule gauche, il va causer le fameux B3, hein, qui est peu audible, ou presque pas audible. On aura augmentation progressive de la pression intraventriculaire, là. Dépolarisation de l'oreillette gauche, c'est l'onde P de l'ECG. Contraction de l'oreillette gauche pendant la systole. Cette contraction de l'oreillette gauche va avoir deux traductions. D'une part, dans l'auriculogramme, ce sera l'onde A+, et d'une part, dans le phonocardiogramme, ce sera le bruit B4 qui n'est pas audible. À un moment, les pressions intra-auriculaires et intraventriculaires vont s'égaliser, c'est le point Z-. Hein. Quand les pressions sont égales, on aura fermeture de la valve mitrale, causant le fameux bruit B1. Puis, augmentation brusque de la pression intra-auriculaire par bombement des cuspides de la valve mitrale dans l'oreillette gauche, causant la fameuse onde C+. Alors voilà un peu ce qui se passe pendant la diastole. Ça, c'est une étude synthétique où on a synthétisé tout ce qui se passe pendant la systole et pendant la diastole. Donc pour conclure, les activités contractiles et électriques de chacune des cavités cardiaques sont toutes liées entre elles, mais également liées à la structure même de la pompe cardiaque. Le cœur va passer par deux phases durant sa révolution. D'abord la systole ventriculaire et ses trois phases. Contraction isovolumétrique, phase d'éjection rapide, phase d'éjection lente, et la diastole ventriculaire qui va passer par quatre phases, hein, relaxation et remplissage, donc relaxation isovolumétrique, phase de remplissage rapide, phase de remplissage lent et phase de remplissage actif qui est la systole auriculaire. Les deux bruits du cœur qui sont audibles sont liés à la fermeture des valves, c'est le B1 à la fermeture de la valve auriculo-ventriculaire, donc mitrale et tricuspide, et B2 à la fermeture des valves sigmoïdes artérielles, aortiques et pulmonaires. Après on a le B3 qui est causé par l'arrivée rapide de sang de l'oreillette vers le ventricule et le B4 qui est causé par la systole auriculaire. Et je vous remercie.